Bien le bonjour. Dans les vidéos précédentes portant sur l'électromagnétisme, nous nous sommes intéressés aux notions de champ magnétique, de flux magnétique, de tension induite et de courant induit. Alors, ces notions ne sont pas évidentes à appréhender et c'est un petit peu fastidieux de comprendre de quoi ils retournent, mais il faut savoir que cela va nous permettre de nous intéresser à une application majeure de l'électromagnétisme, à savoir la production d'énergie électrique et plus précisément la conversion d'énergie mécanique en énergie électrique. Donc on va essayer de comprendre en fait comment fonctionnent les générateurs, les alternateurs et de manière générale les moteurs. Alors plus concrètement, nous avons vu qu'en partant d'une variation de flux magnétique, on pouvait produire de l'électricité, générer un courant et une tension électrique. Et ce qui se passe, c'est que cette électricité repose sur la variation de flux. Donc on a une variation. Et de ce fait, l'électricité qui va être produite, donc le courant qui va être produit, eh bien, ne seront pas constants. Et de manière plus précise, on pourra dire que le courant ou la tension qui sont produits eh bien, seront alternatifs. Et donc ici, la notion qu'on va aborder aujourd'hui, c'est celle de courant alternatif ou de tension alternative. Voilà, une notion fondamentale. Pour démarrer, on peut donner d'emblée une définition qui serait mathématique de ce que doit être un courant alternatif. Et donc je te propose celle-ci. Donc on a un courant qui à un moment donné t plus t demi sera égal à moins le courant à un moment t. En sachant que t représente ici la période entre deux alternances. Ce que cette définition nous dit ici, c'est que dans un courant alternatif, on va avoir à un moment donné une alternance positive, donc on va avoir un courant qui sera positif, et si je regarde une demi-période plus tard, j'aurai un courant de même intensité, mais qui sera cette fois-ci négatif, donc on aura une intensité négative. Alors en général, et c'est ce qu'on va étudier nous ici, le courant alternatif, eh bien, il pourra être décrit par une fonction mathématique de type sinusoïdal, donc une expression que tu connais très bien, donc l'expression du courant ici, la fonction du courant au travers du temps, est donnée par l'amplitude du courant, qu'on va noter grand I, fois le sinus oméga t plus phi. Voilà, je ne vais pas expliciter plus cela puisque tu es déjà familier de ce type de fonction. Alors de la même manière, si j'ai un courant alternatif de manière correspondante, ça veut dire que je dois avoir une tension alternative et donc la tension va être représentée par le même genre de fonction, si ce n'est qu'à la place d'avoir un courant, j'aurai une tension et donc j'aurai une amplitude de tension. Alors attention, petite remarque au niveau de la notation, à partir de maintenant, quand on utilisera un grand I, on parlera de courant continu, et quand on parle de courant alternatif, on va utiliser un petit i, un i minuscule, pour bien indiquer qu'il est question de courant alternatif. D'accord ? Ça, c'est une notation importante. Intéressons-nous du coup à la production de courant alternatif. On va essayer de voir ensemble comment on peut produire du courant alternatif et en réalité, tu as déjà tous les éléments nécessaires pour comprendre ce qui va se passer. Alors pour cela, je te propose de prendre un aimant. Je te l'ai déjà annoncé, il va être question ici de flux et de magnétisme. Et donc on va prendre un aimant qu'on va venir présenter ici devant un solénoïde, devant un certain nombre de spires. Et ce que je peux faire, je peux imaginer donc que cet aimant tourne et considérer plusieurs moments. Voilà. Donc j'ai ici le même aimant et tu vois qu'il est occupé à opérer une rotation en présence d'un solénoïde. Comme tu le sais très bien, un aimant va générer un champ magnétique autour de lui que je peux représenter grâce à quelques lignes de champ représentées ici en verte. Voilà. Et ça nous permet de visualiser le fait qu'en fonction de la position de l'aimant, le flux magnétique au travers du solénoïde va varier. Dans la première situation, tu vois qu'il y a beaucoup de lignes de champ qui passent au travers des spires. Dans la deuxième situation, il y en a un petit peu moins. Dans la troisième situation, l'aimant est quasiment perpendiculaire au solénoïde, ce qui veut dire qu'il y a peu de lignes de champ qui vont vraiment traverser la surface décrite par les spires. Et dans la dernière situation, on peut voir que l'aimant a effectué un demi-tour, ce qui signifie que le champ magnétique s'est en réalité inversé dans le solénoïde.
Ce qui est utile pour nous, c'est que nous avons déjà établi ensemble l'expression du flux au travers d'une surface, par exemple une spire du solénoïde. Et donc on sait que le flux, eh bien, il correspond au champ magnétique multiplié par la surface, multiplié par le cosinus de l'angle entre la normale à la surface et les lignes de champ. Alors, ceci c'est valable dans le cas où on aurait un aimant qui ne bouge pas. Ça veut dire que l'angle serait constant. Or ici, on va considérer, nous, que l'aimant tourne, et on va considérer qu'il tourne à une vitesse angulaire constante qu'on va appeler oméga. Cela signifie que l'angle θ, eh bien, je vais pouvoir dire qu'il est égal à la vitesse angulaire multipliée par t. Et donc, si j'ai envie de connaître le flux qui passe au travers d'une spire du solénoïde à un moment t, eh bien, je vais pouvoir le calculer en disant que le flux à un moment t est égal à bs fois cosinus oméga t. Donc, j'ai remplacé ici l'angle θ par son expression en fonction du temps. Nous savons également, grâce à la loi de Faraday, que s'il y a une variation de flux, et c'est bien le cas ici, puisque nous avons un aimant qui tourne et qu'on a vu que le champ magnétique pouvait s'inverser carrément dans le solénoïde, eh bien, s'il y a une variation de flux, cela signifie que nous allons avoir une tension induite. Et donc, ça veut dire ici que mon solénoïde va avoir une tension à ses bornes. Par ailleurs, il faut remarquer que si mon aimant tourne très rapidement et que je veux connaître la tension à ses bornes, eh bien, ça va être un peu compliqué si je considère un intervalle de temps trop grand. Et donc, si je veux connaître ce que je vais appeler la tension instantanée, donc être très précis, connaître la valeur de la tension à un moment très précis, eh bien, je vais devoir considérer une petite variation sur un tout petit intervalle de temps. Et donc, je vais dire qu'on va faire tendre le ΔT vers 0. Là, j'imagine que tu me vois venir. Ça signifie que si je veux connaître la tension à un moment donné, ou même la tension en fonction du temps, eh bien, je vais prendre moins la limite quand ΔT tend vers 0 de la variation de flux sur ΔT. Et ça, tu l'auras reconnu, c'est la définition d'une dérivée. Donc, je vais prendre en fait la dérivée du flux. L'expression de phi, on la connaît. Et donc, si je veux venir calculer la dérivée, eh bien, je peux venir ici remplacer l'expression de phi. Alors B et S sont des constantes, le champ magnétique ne varie pas puisqu'il est lié à l'aimant, la surface des spires ne varie pas dans ce contexte-ci, et donc on va simplement devoir dériver le terme en cosinus. Il faut juste faire attention, il y a une composée de fonctions puisque dans le cosinus on a oméga t, ça signifie qu'on va devoir faire sortir un oméga, et donc l'expression de la tension en fonction du temps, la tension induite en fonction du temps, est égale à B S oméga fois sinus oméga t. Alors, nous n'en avons pas tout à fait terminé, puisque l'expression que nous venons d'obtenir ici, elle est valable pour une spire. Donc, ce qu'on a calculé ici, c'est valable si on avait utilisé un solénoïde avec une seule spire. Bien entendu, dans la pratique, ce n'est pas très intéressant, on verra pourquoi. Et donc, on doit considérer ici l'éventualité d'avoir un solénoïde avec plusieurs spires, ce qui est normalement le cas pour un solénoïde. Et donc, tu vois ici qu'on va juste considérer qu'on a plusieurs tensions en série, et donc on va multiplier ici l'expression qu'on a obtenue par n, n étant le nombre de spires. Alors, ce qu'on a obtenu ici, à nouveau, c'est une tension induite. Je peux calculer le courant induit, tout simplement en divisant la tension induite par la résistance du circuit, et donc je peux réécrire ceci. Alors tu vois bien que ce qu'on a obtenu ici, c'est une expression qui est en sinus, et donc on est bien arrivé à un résultat où nous avons une tension et un courant qui sont alternatifs, puisque la fonction sinus, elle est périodique, elle est alternative. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais ce que nous avons fait ici, c'est poser les bases du principe du moteur. C'est-à-dire qu'on avait un aimant ici mis en rotation. Cet aimant, si on le relie par exemple à une turbine dans une centrale hydroélectrique, si on le relie aux pales d'une éolienne, elles permettent de convertir de l'énergie en énergie électrique. Et donc ça, c'est vraiment le principe utilisé dans la production d'électricité. Alors, il faut savoir que dans la pratique, évidemment, on n'a pas juste un petit solénoïde et un petit aimant, mais les moteurs sont plus complexes que cela. On va assembler plusieurs aimants, alors parfois ce sont même des électroaimants. On va avoir toute une série de bobines qui sont imbriquées d'une manière assez complexe pour arriver à maximiser la production, avoir quelque chose de vraiment rentable et avoir le minimum de pertes dans le processus.
Il faut également savoir que tout ce dont je parle ici est réversible. C'est-à-dire qu'ici, on avait quelque part une source d'énergie mécanique qui a été convertie en énergie électrique. On pourrait imaginer d'avoir le phénomène inverse, c'est-à-dire que si on vient alimenter le solénoïde avec un courant alternatif, ce solénoïde va générer un champ magnétique alternatif aussi, un champ magnétique variable, et cela va entraîner justement le mouvement et la rotation de l'aimant. Et donc, il faut bien se rendre compte que les dispositifs qui permettent de produire de l'électricité, en fait, sont souvent réversibles. À ce propos, je dois faire une petite précision ici, apporter une petite précision. J'ai utilisé ici le terme de moteur de manière un peu impropre, puisque, en principe, un moteur, permet de convertir de l'énergie électrique en énergie mécanique, en mouvement. On va plutôt parler d'un alternateur ou d'un générateur lorsqu'on a l'effet inverse, c'est-à-dire lorsqu'on a une énergie mécanique qu'on cherche à convertir en énergie électrique. Tout ceci nous amène à nous intéresser à une notion qui est directement liée à celle de courant et de tension alternatifs. C'est celle de courant et de tension efficace. Alors, pour comprendre de quoi il est question, il faut bien savoir que quand un courant circule, il y a une certaine énergie qui est dépensée. On a notamment vu que dans le cas d'un courant qui circule dans une résistance, on va avoir des pertes par effet Joule, et ça signifie qu'il va y avoir des pertes d'énergie, en fait, par chaleur. Et ce qu'on va essayer de faire ici, c'est qu'on va comparer justement ce qui se passe lorsqu'on a un courant continu qui circule dans une résistance et lorsqu'on a un courant alternatif. Pour être plus précis, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va comparer l'énergie thermique dissipée dans une résistance pendant une période T pour grand I, donc pour un courant continu, et pour petit i, un courant alternatif. Alors la période T qu'on va considérer ici, c'est la période, donc c'est le temps que va mettre le courant alternatif pour réaliser une alternance. Alors on va démarrer directement avec le courant continu, et ça ne va pas être très compliqué. On a vu dans la première vidéo sur l'électromagnétisme que l'énergie thermique dissipée dans une résistance pour un courant continu est donnée par RI carré fois T. Voilà, et tu vois ici j'utilise grand T puisque c'est le temps que je considère ici, c'est la période d'alternance. Alors on va réaliser la même démarche, mais cette fois-ci pour un courant alternatif. Alors accroche-toi parce qu'ici il va y avoir un petit peu plus de calcul. Pour ce faire, je vais partir de l'idée que je peux calculer à un moment donné la puissance dissipée dans la résistance. Si je considère un moment particulier, la puissance, elle correspond à la résistance multipliée par le courant au carré. Alors attention, ici le courant, il faut bien avoir en tête que c'est un courant alternatif, donc c'est un courant qui varie. Et ça signifie que si je veux calculer l'ensemble de l'énergie dépensée sur une période de temps, je ne peux pas juste multiplier RI carré par grand T. Parce que ça, c'est valable uniquement si on a un courant constant et donc une puissance dissipée constante. Ici, ce n'est pas le cas puisque le courant, il varie. Et donc, ce que je vais devoir faire ici, c'est que je vais devoir additionner l'ensemble des petites énergies dissipées dans la résistance. Et je vais devoir les additionner pour une durée qui va de 0 à t. Et donc ça revient à calculer l'intégrale de la puissance en fonction du temps. Et ça va me donner l'énergie dissipée. Alors la puissance en fonction du temps, je viens d'écrire ce qu'elle vaut, c'est RI carré. Et le I carré ici, le petit I carré, en fait c'est aussi une fonction. Et cette fonction, on en connaît l'expression, I alternatif, c'est égal à grand I sinus oméga t. Et donc je vais à nouveau réécrire ceci pour avoir l'expression complète. Alors là, l'intégrale qu'on doit calculer, elle n'est pas évidente. On ne peut pas la résoudre comme ça au premier abord, parce qu'on a un terme en sinus qui est mis au carré, et dans le sinus, on a un oméga t, donc on a une double composée de fonctions, donc c'est pas forcément évident. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se servir du cours de maths et on va opérer un changement de variable. Et plus particulièrement, ce qu'on va faire pour se faciliter la vie, c'est qu'on va poser ici x est égal à oméga t. Alors si x est égal à oméga t, ça veut dire que si je veux avoir dx, je vais avoir dx est égal à oméga dt, parce que dans l'expression en fonction du temps, la variable c'est t, ici ma nouvelle variable c'est x,
Donc si j'ai une variation dx, eh bien je vais avoir une variation dt. Alors, de ce fait, je peux calculer la valeur ici de dt. Je vais dire que dt, c'est égal à dx sur oméga. Maintenant, dans mon expression, dans mon intégrale, je vais venir remplacer dt par ce que je viens de calculer, et je vais également venir remplacer oméga t par x. Avant ça, on a encore une petite chose à faire, il faut considérer les bornes, puisque quand j'opère un changement de variable, je dois venir changer mes bornes. Alors ce que je peux dire, c'est que quand la variable t est égale à 0, eh bien forcément, si t est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 0, parce que x est égal à oméga t, si t est égal à 0, oméga t est égal à 0. Par contre, quand la variable t est égale à grand T, je vais avoir que x est égal à oméga t. Et donc ça me donne mes nouvelles bornes que je vais pouvoir mettre dans mon intégrale. Et donc, je réécris ici mon intégrale avec mon changement de variable. Voilà. Alors, je vais assez vite, évidemment, mais tu mets sur pause si jamais tu nécessites un petit peu plus de temps pour appréhender les choses. Alors, dans cette expression, le RI carré sur oméga, eh bien, ce sont des constantes. Le grand I, ici, c'est l'amplitude du courant, donc c'est constant. Le oméga, c'est une constante, et la résistance, elle ne varie pas non plus. Donc, je peux les sortir de l'intégrale. Ok. Alors, on commence à y voir un petit peu plus clair, mais le sinus carré, c'est quand même embêtant parce qu'on a toujours une composée de fonctions. Et donc, ce qu'on va faire pour se faciliter la vie, on va utiliser une identité trigonométrique, en disant que le sinus carré de x est égal à 1 moins cosinus de x sur 2. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? C'est intéressant parce que ça veut dire que le divisé par 2, je peux le sortir. Nouveau, 1/2, c'est une constante. Et du coup, je vais me retrouver en fait avec deux intégrales. J'ai ici une soustraction d'intégrales. Donc ça veut dire que je peux séparer mon intégrale en deux intégrales. Et là, les choses deviennent un petit peu plus abordables. Et du coup, je peux calculer mes deux intégrales, toujours avec la constante devant. Donc l'intégrale de dx, ça fait x. Et l'intégrale de cosinus de x, il faut que je sorte 1/2 puisque j'ai une composée de fonction avec 2x et donc ça me donne sinus 2x sur 2. Voilà, et donc j'ai mes bornes qui vont de 0 à oméga t. Voilà. Alors encore une fois, je vais assez vite, mais n'hésite pas à faire le calcul par toi-même. Prends une feuille de papier, note tout ça à ton aise et vérifie ce que j'ai écrit ici. Je peux maintenant terminer de résoudre mon intégrale, ce qui va donc me donner en ayant utilisé les bornes, l'expression suivante. Et là, ce qui est important, c'est de se rendre compte que, plutôt de se rappeler que oméga, ça vaut 2pi sur t. 2pi sur t, ça veut dire que mon sinus ici, il vaut 4pi. Sinus de 4pi, ça fait 0. Et donc, j'arrive à quelque chose de relativement léger. J'arrive à dire que l'énergie thermique dissipée par le courant alternatif dans la résistance au cours d'une période, ça vaut RI carré fois T divisé par 2. Très bien. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va comparer ce résultat avec le courant continu. Et donc on peut noter ici que si on compare le courant alternatif avec le courant continu, ou plutôt l'énergie dépensée par le courant alternatif et l'énergie dépensée par le courant continu, on a nos deux expressions ici. Et on peut se rendre compte qu'on a en fait 2 fois moins d'énergie dépensée par le courant alternatif. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que pour un Imax donné, si je compare pour le même Imax en courant continu, on dépense moins d'énergie, on perd moins d'énergie par effet Joule. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir considérer ce que je vais appeler ici I efficace, donc le courant efficace. Et ce courant-là, qu'est-ce que c'est ? On va dire que c'est le courant continu qui aurait dissipé autant d'énergie que le courant alternatif sur la même durée, donc sur la durée de grand T. Alors pour arriver à déterminer la valeur de ce courant efficace, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir égaliser l'énergie dissipée par courant alternatif et l'énergie dissipée par courant continu. Et donc, je vais noter ici ce que j'ai dit. Donc, j'obtiens ECA est égal à ECC. Et je vais remplacer ici par les deux expressions.
Et alors fais attention, tu vois que ici dedans, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas noter juste grand I, mais je vais bien indiquer ici I efficace, puisque je considère ici c'est le courant continu. Alors, je peux observer du coup que dans mon expression, eh bien, je vais avoir pas mal de choses qui se simplifient et je vais arriver à dire que I efficace correspond à I grand I divisé par la racine carrée de 2. Alors, le grand I ici, il faut bien se rappeler que ça correspond à l'amplitude du courant alternatif. Alors, j'ai déterminé ici un courant efficace. Ce que je peux faire de la même manière, c'est déterminer une tension efficace. Et pour ça, on va se baser sur la formule U est égale à RI. Et je vais dire ici que la tension efficace, donc U efficace, est égale à R fois I efficace. Et comme I efficace est égal à l'amplitude du courant alternatif divisé par la racine carrée de 2, eh bien, je vais arriver ici à dire que la tension efficace, c'est égal à l'amplitude de la tension alternative divisée par la racine de 2. Alors, à quoi ça nous sert tout cela? Parce que ce n'est pas forcément évident de voir où on veut en venir. Eh bien, ce que ça nous dit, c'est que si j'ai une intensité de courant continu, donc un courant continu, qui a la même valeur que l'amplitude maximum du courant alternatif, eh bien, j'aurai moins de pertes par effet Joule en courant alternatif qu'en courant continu. Et donc, c'est bien ce qu'on a vu dans la démonstration ici. On a vu que l'énergie dispersée en effet Joule en courant alternatif est 2 fois moins importante que l'énergie dépensée par effet Joule en courant continu. Alors ça a un impact très important. C'est en fait pour cela que lorsqu'on transporte de l'énergie électrique, eh bien on préfère utiliser un courant alternatif plutôt qu'un courant continu. Imagine que quand on a l'alimentation d'une ville en électricité qui se fait par des câbles, on n'a pas envie d'avoir des pertes par effet Joule importantes, parce que c'est de l'énergie qui est perdue, et cette énergie, il a coûté de l'argent à produire, ça ne se fait pas comme ça, et donc ça explique le fait qu'on a préféré utiliser des tensions et des courants alternatifs, parce que ça va permettre de minimiser les pertes par effet Joule, et donc les pertes d'énergie sous forme de chaleur en réalité. Donc voilà ce que ça nous dit. Et donc quand on parle de courant efficace, eh bien le courant efficace, pour une valeur de courant alternatif donné, eh bien ça permet de déterminer le courant continu, l'intensité du courant continu qui va dépenser, ou plutôt perdre la même quantité d'énergie par effet Joule que le courant alternatif qu'on a considéré. La deuxième raison pour laquelle le transport d'énergie électrique se fait par courant alternatif, c'est que le courant et les tensions alternatives sont très faciles à convertir. Et plus précisément, il est très facile pour une tension donnée de modifier cette tension. Et pour ce faire, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle des transformateurs. Et donc pour terminer ce cours sur l'électromagnétisme, je te propose d'étudier ce qu'on appelle la transformation électrique. Alors, il faut savoir que dans la vie courante, on a très souvent besoin de transformer une tension en une autre tension. Par exemple, dans les maisons en Belgique, eh bien, les prises délivrent 230 volts. Il faut savoir que si tu connectais ton smartphone directement sur cette prise, eh bien, tu le ferais probablement exploser au niveau de la batterie et tu bousillerais tous les circuits électroniques à l'intérieur, parce qu'un smartphone fonctionne en général avec des tensions qui sont de l'ordre de 5 volts. Et donc, quand tu connectes ton smartphone à une prise, eh bien, tu utilises toujours un transformateur. Le transformateur va en fait venir abaisser la tension. Et donc, on va étudier ce qui se passe dans un transformateur. Alors, allons-y, essayons de voir comment fonctionne un transformateur. Et je vais donc commencer par représenter ici un transformateur simplifié. Alors, il faut savoir qu'un transformateur, on va toujours trouver une série d'enroulements, de bobinages, autour d'une espèce de cadre. Alors ce cadre ici, il faut bien avoir en tête qu'il a une certaine épaisseur, mais on l'a représenté ici de profil. Alors j'ai ici mes deux bobinages et on dit en général dans un transformateur qu'il y a un côté primaire, le bobinage primaire et le bobinage secondaire. Alors le bobinage primaire, c'est celui où je vais venir mettre la tension que je veux transformer, et le secondaire, eh bien, c'est le bobinage qui va me donner la nouvelle tension que je désire obtenir. Alors tu peux déjà remarquer ici que dans le primaire, eh bien, il y a moins d'enroulement, moins de spires que dans le secondaire,
Et donc on va avoir besoin de cela. Et donc je vais venir ici préciser que pour le primaire, ici on a NSPIR, NP SPIR, et pour le secondaire on a NS SPIR. Voilà une première chose importante. Alors, pour que mon transformateur fonctionne, je l'ai dit, on va devoir lui appliquer une tension, et il faudra lui appliquer une tension alternative. Hein. Je représente donc ici la tension par un petit p. Alors, pour travailler ici, je vais venir noter qu'au moment où je regarde mon transformateur, eh bien, la tension elle est orientée dans ce sens-ci, donc j'ai la borne positive au-dessus, la borne négative en dessous. Maintenant, il faut que tu aies bien en tête que c'est un courant alternatif, une tension alternative, et que donc les bornes, en réalité, eh bien, n'arrêtent pas de changer toutes les demi-périodes. Mais ici, pour pouvoir réfléchir, je vais dire que la tension est positive au-dessus, négative en dessous. Et je peux donc déterminer le sens du courant qui circule à ce moment-là. Alors c'est aussi un courant alternatif, donc je le représente par un petit i. Et si tu as bien suivi le reste des vidéos, tu as ici un courant dans un bobinage et tu as donc en tête le fait qu'on va avoir ici la création d'un champ magnétique. Et je vais venir représenter ce champ magnétique. Et alors la particularité ici du noyau qui est utilisé pour réaliser le transformateur, eh bien c'est qu'on a utilisé un matériau qui a une grande perméabilité magnétique. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'on est sur un matériau qui canalise très fortement les lignes de champ et le champ magnétique. Et donc, en réalité, ce cadre ici va vraiment venir capter un maximum de lignes de champ. Et donc, on a vraiment la création d'un circuit magnétique quelque part. Et donc, tu vois ici, j'ai dessiné, on a le champ qui va venir faire le tour du cadre. Alors, si j'ai un champ magnétique, eh bien, ça signifie que si je me mets à un endroit de ce cadre, je peux venir couper une tranche, venir couper une section, et donc j'ai une surface du cadre dans laquelle circule un champ magnétique. Eh bien, ça correspond à ce qu'on avait appelé un flux magnétique. Donc, il y a bien un flux qui circule dans ce cadre, dans ce noyau du transformateur. Alors, ce flux, il faut bien avoir en tête qu'il varie dans le temps, puisqu'on a une tension alternative, ça veut dire que le courant est alternatif, et donc ça signifie que le champ magnétique qui est créé, eh bien, il varie aussi avec le temps, et il change de direction de manière périodique. Alors, en sachant cela, eh bien, tu peux maintenant te douter qu'au secondaire, eh bien, on va avoir un courant et une tension induits, puisque le flux va passer au travers du bobinage du secondaire, et donc tu sais maintenant que ça va générer une tension et un courant induit. Et donc je viens noter ici le courant et la tension. Voilà, et donc tu peux ici voir qu'on obtient donc une tension au primaire, une tension au secondaire, et on va essayer de calculer cela, de voir un petit peu ce qu'on peut faire en termes de calcul pour définir la tension que je vais obtenir en sortie. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais exprimer la tension induite dans le secondaire en utilisant la loi de Faraday. La deuxième étape est sans doute la plus compliquée à comprendre dans le raisonnement que je mène ici. On a vu donc que la tension du primaire va venir générer un flux magnétique dans le transformateur. Ce flux est capté par le secondaire, mais comme on l'a dit, on a ici un circuit magnétique, et donc le flux, quelque part, va continuer sa route et va repasser par le primaire. Et comme il repasse par le primaire, eh bien, ça signifie que je vais également avoir une tension induite dans le primaire. Alors, cette tension induite, eh bien, je peux également l'exprimer grâce à la loi de Faraday. Et ce que je peux aussi dire, c'est que cette tension induite, eh bien, elle est opposée à la tension du primaire. Donc, dans le primaire, le circuit électrique primaire, j'ai la tension primaire, la tension que je viens appliquer, et j'ai la tension induite par le flux magnétique. Et cette tension, eh bien, elle est de signe opposé, c'est la même, mais elle est opposée à la tension primaire. Et donc, je peux venir écrire que cette tension, elle vaut moins UP. Du coup, je peux reformuler la tension du primaire en fonction du flux magnétique, et je peux dire que la tension du primaire, elle est égale à NP fois delta phi sur dt. Alors attention, j'ai oublié de le préciser, mais la notation aussi
d phi dt, c'est la notation dérivée en physique, donc elle me permet de dire qu'on considère ici un delta phi et un delta t, mais qui sont extrêmement petits, donc en fait on calcule ici la dérivée. Donc cette notation d sur dt, elle correspond à l'idée de dérivée. J'aurais pu noter à la place phi prime. Tu es peut-être plus habitué à cette notation-là. Alors, avec l'expression de la tension au secondaire et l'expression de la tension au primaire, eh bien, je me retrouve avec deux manières d'exprimer justement d phi sur dt. Je peux dire que d phi sur dt, c'est égal à up sur np, et c'est égal aussi à moins us sur ns. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans les équations précédentes, j'ai simplement isolé d phi sur dt. Et du coup, j'obtiens ici une égalité. Cette égalité, c'est UP-NP. UP sur NP est égal à moins US sur NS. Alors, je vais manipuler cette équation et je vais dire que la tension du secondaire moins la tension du secondaire sur la tension du primaire est égale au nombre de spires du secondaire sur le nombre de spires du primaire. Ce rapport qu'on vient d'obtenir, eh bien, il porte un nom, c'est ce qu'on appelle le rapport de transformation. Alors, avec ce rapport de transformation, on peut en quelque sorte régler la tension qu'on va avoir en sortie, donc au niveau du secondaire. C'est-à-dire que si je connais la tension du primaire, eh bien, je vais pouvoir jouer sur le rapport du nombre de spires au secondaire et au primaire pour régler la tension du secondaire. Et donc, tu peux voir que la tension du secondaire, elle sera égale à la tension du primaire, UP, fois NS sur NP. Et donc, en fonction de mes besoins, je peux venir jouer sur ce rapport pour faire en sorte qu'il soit plus grand ou moins grand que 1, et donc du coup obtenir une tension plus élevée ou moins élevée en sortie. Alors, j'attire ton attention sur le moins. Ce moins ne doit pas te perturber. Il vient du fait que la loi de Lenz nous dit que le courant induit, donc ici le courant induit au secondaire, eh bien, va circuler dans un sens permettant de générer un champ magnétique qui va venir s'opposer à la variation du flux qui lui a donné naissance. Voilà. Donc c'est juste ça que le moins signifie. Mais dans la pratique, en fait, ce moins n'est pas très important puisque de toute façon, on est ici avec une tension alternative, ce qui veut dire que à chaque cycle, à chaque demi-cycle plutôt, eh bien la tension change quand même de signe. Donc elle est tantôt positive, tantôt négative. Donc le fait qu'il y ait un moins ici devant ne change rien du tout. Alors, pour un petit peu préciser les choses en termes de vocabulaire, si le nombre de spires du secondaire est plus élevé que le nombre de spires du primaire, eh bien ça veut dire que la tension en sortie, donc la tension au secondaire, sera plus élevée. Et on va parler dans ce cas-là d'un transformateur survolteur. A l'inverse, si le nombre de spires du secondaire est plus faible que le nombre de spires du primaire, je vais me retrouver avec une tension de sortie plus faible qu'au primaire, et donc j'aurai ici un transformateur sous-volteur. Et donc tu peux voir que ce que j'ai représenté ici dans mon schéma, eh bien, c'est un transformateur survolteur puisque j'ai un nombre de spires plus élevé au secondaire. Alors, ce que j'ai considéré ici, c'est un cas idéal. C'est un cas idéal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas de perte et que j'ai donc une conservation d'énergie. Autrement dit, l'énergie électrique que je viens injecter dans mon circuit primaire, eh bien, je vais la retrouver dans le circuit secondaire. Et donc il n'y a pas de perte par effet Joule, il n'y a pas de perte magnétique dans le circuit magnétique, ce qui évidemment ne correspond pas exactement à la réalité, mais c'est ici une simplification pour nous permettre de comprendre le principe général d'un transformateur. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser ce que je viens de dire, donc l'énergie du primaire est égale à l'énergie du secondaire. Je peux le dire autrement, je peux dire que l'énergie que j'injecte dans le circuit primaire par unité de temps est égale à l'énergie que je retrouve dans le secondaire par unité de temps. Autrement dit, la puissance primaire est égale à la puissance au secondaire. Alors la puissance électrique, on connaît son expression, on sait que P est égal à U fois I, et donc je peux dire que UP fois IP est égal à US fois IS. Si je manipule un tout petit peu cette expression, je peux isoler le courant du secondaire, et je peux me rendre compte que le courant du secondaire est égal à UP sur US multiplié par IP. Et ce que j'ai ici, UP sur US, en fait, c'est l'inverse du rapport de transformation. Et ça, c'est une chose intéressante, puisque ce que ça me dit, eh bien, c'est que si j'ai une tension plus élevée au niveau du primaire, je vais avoir du coup un courant plus faible au niveau du primaire. Ou, de manière équivalente, si j'ai une tension plus élevée au secondaire, j'aurai un courant plus faible au secondaire. Pour le dire encore autrement, ça signifie que si
Au secondaire, je gagne en tension, je vais perdre en courant. Si je perds en tension, je vais gagner en courant. C'est ça que ça me dit ici. Alors, dernière chose, comme je l'ai dit, ce que je viens de faire ici, c'est valable pour un cas idéal sans perte d'énergie. Dans la pratique, les transformateurs vont générer toute une série de pertes et donc l'énergie que je vais injecter dans le système, eh bien, il va y avoir une petite perte. Je ne vais pas tout retrouver en sortie. Et typiquement, dans un transformateur, le rendement, ce qu'on appelle le rendement, est de l'ordre de 90%. Ça signifie que pour l'énergie que j'injecte au primaire, je vais retrouver 90-95% au secondaire, et j'ai donc 5 à 10% d'énergie qui sont perdues. Alors cette notion de rendement, on va la noter comme ceci. Donc le rendement est égal à la puissance au secondaire divisé par la puissance au primaire. Et donc tu vois que ce rapport va nous donner quelque chose de l'ordre de 0,9. Et alors juste, tu sais que j'aime bien ça, la lettre qui est représentée ici, ce N avec une longue jambe, eh bien c'est la lettre grecque eta. Et on utilise souvent eta pour symboliser un rendement. Alors ce que j'ai fait ici, c'était valable pour des tensions alternatives. On aurait pu aussi considérer des tensions et des courants efficaces, ça n'aurait rien changé. Par contre, il est très important de dire que je n'aurais pas pu appliquer une tension ou un courant continu au primaire. Enfin, je peux le faire, mais je n'aurais rien obtenu au secondaire parce que le transformateur repose sur l'induction magnétique et donc sur le fait qu'on a une variation de flux. Mais pour avoir une variation de flux, eh bien, il faut avoir une tension alternative au primaire. Si j'ai une tension continue, eh bien, je vais avoir un champ magnétique qui ne varie pas et donc pas de variation de flux. Donc ça, c'est vraiment une chose importante à retenir, c'est que un transformateur nécessite une tension alternative. Et comme je l'avais dit, c'est la raison pour laquelle on utilise notamment des tensions et des courants alternatifs dans le transport d'énergie électrique, puisque ça permet très facilement de venir modifier la tension selon les besoins. Voilà, avec ceci j'en ai fini pour ce chapitre sur l'électromagnétisme. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as vu toutes les vidéos, eh bien je tiens à te féliciter parce que c'est une matière qui est assez ardue. Tu as vu qu'il y a pas mal de notions compliquées, en plus j'ai été assez vite, on a fait appel à pas mal de notions physiques et en plus au niveau mathématique tu vois que le niveau était un peu plus élevé que ce qu'on a fait cette année et donc je tiens vraiment à te féliciter si tu es arrivé jusqu'ici. Voilà, je te remercie pour ton attention. Au revoir.